Prospecter est un élément que les sales subissent plus qu'ils ne l'apprécient. Débutant ou confirmé, on peut rencontrer une appréhension à franchir le pas, prendre son téléphone, pousser une porte. À quoi est-ce dû? C'est ce que nous allons aborder avec Alexandre Antonienko, coach en neurosciences, dans un premier épisode dédié aux neurosciences appliquées à la vente. Vous êtes sur Biopli, la chaîne des outils digitaux pour les sales. Salut Alexandre. Salut Yann, bonjour. Merci d'être venu à la première interview de Biopli. C'est très important pour moi de t'accueillir pour cette première. Génial, c'est un plaisir aussi, partager. Je t'accueille aujourd'hui parce que ton expérience est un petit peu atypique. Aujourd'hui, tu es connu en tant que coach en neurosciences, mais c'est aussi pour une autre casquette que je t'ai invité aujourd'hui, puisque Biopli parle d'astuces, d'outils pour les commerciaux, les bizdev, tout ce qui est sales. Okay. Et ta casquette coach en neurosciences se couple aussi avec une expérience dont tu vas nous parler, qui me paraît être pertinente. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, effectivement, je ne suis pas tombé tout de suite dans les neurosciences. J'ai d'abord eu un parcours d'entrepreneur multiple, parce que depuis tout jeune, en fait, j'ai toujours suivi cette valeur de liberté et j'ai toujours été entrepreneur. Donc, j'ai eu différentes entreprises qui ont plus ou moins bien marché. Et puis, toujours un peu avec ce côté scientifique en moi, c'est-à-dire je voulais vraiment toujours, depuis ma plus tendre enfance, faire du scientifique, sauf que on m'a toujours refoulé parce que t'es nul en maths, donc tu feras pas du scientifique. Et puis la vie faisant, j'ai vécu une expérience un peu douloureuse qui a fait que j'ai arrêté toutes mes activités d'entrepreneur pour me relancer un petit peu dans ce cœur de fonction que je voulais mettre en place dans ma vie. Et donc j'ai repris des études, notamment à l'Institut des neurosciences à Paris et autres. Et donc c'était il y a de ça maintenant à peu près une dizaine d'années. Et effectivement aujourd'hui j'ai reconstruit une société, et notamment un institut aussi. Et je propose des accompagnements, du perfectionnement, des programmes de formation et des outils dont on va parler justement pour les entreprises et les commerciaux et autres pour aider à la prospection et aider aussi à la performance dans l'équilibre. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on s'est connus aussi, en fait, à des meetings un petit peu sur le business. Et puis, tu es intervenu auprès de mes équipes en coachant un petit peu, en préparant mes équipes sur les salons, quand on pouvait en faire. Encore. Exact, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai vraiment été impacté par les neurosciences, ce qu'elles apportaient en termes de préparation des événements. Et j'ai vu que tout le monde avait vraiment intégré ce que tu avais expliqué et que le bénéfice était vraiment palpable lors des événements. Et je pense que c'est aussi lié à ta casquette de commercial, puisque là, t'en as pas parlé, mais tu as eu une expérience commerciale marquante. Et je pense que le fait que tu puisses t'adresser facilement à des bizdev ou à des sales, c'est aussi parce que tu as eu cette expérience. Alors effectivement, l'idée c'est que, comme toujours on le dit, c'est vrai que l'expérience, elle nourrit aussi toutes les compétences. Et là, pour le coup, une des entreprises que j'avais fondées, elle avait pour objectif de faire de la vente pour une grosse société française qui s'appelle Agiris France, et on vendait des solutions informatiques pour tout ce qui était paye, comptabilité, gestion. Donc j'avais pour cible à la fois des cabinets comptables, des personnes avec lesquelles justement je n'avais absolument aucun lien auparavant, en tout cas pas des liens commerciaux, parce que c'était des liens plutôt de gestion de mes entreprises. Et puis aussi j'avais une autre cible qui était les agriculteurs, donc vraiment deux cibles différentes. Et ça a été pour moi pendant ces 5-6 ans de ma vie un développement de compétences commerciales par la confrontation, on va en parler, à tout ce qui est peur, crainte et autres. Et puis par aussi la confrontation au fait que tu connais pas forcément l'outil au démarrage et t'as pas forcément de clés et d'outils à appliquer pour ta démarche commerciale. Donc c'est ce qui fait effectivement qu'on a bien accroché ensemble et que l'aspect commercial, je sais ce que c'est, je peux en parler, et comment les neurosciences aujourd'hui, grâce à la neurovente notamment, nous permet d'accéder à des outils qui sont ultra novateurs dans la vente. Alors c'est vrai que j'aimerais bien que tu reviennes régulièrement dans les interviews pour apporter justement plus de compléments sur les neuroventes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focus un petit peu sur une thématique en particulier, l'appréhension qu'on peut avoir, et que tu as connue, que j'ai connue et que je connais encore d'ailleurs, avec la prospection. Aujourd'hui, tu fais des conférences devant des milliers de personnes toutes les semaines, tous les jeudis soirs, sur les neurosciences, sur la gestion du stress, sur pas mal de sujets comme ça. Mais malgré cette expérience, tu as eu, et tu connais encore, un trac, un stress à prospecter, par exemple, pour proposer tes services à des entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? En fait, la première chose à comprendre, c'est vrai quand on parle de vente, finalement, on se considère pas comme un vendeur parce que notre cœur de métier, par exemple, je prends le mien, c'est d'accompagner, c'est d'être coach, c'est de mettre du bien-être finalement dans ton entreprise ou dans les entreprises.
et c'est pas forcément de me vendre au départ. Donc en fait, ce qui se passe dans notre cerveau, il y a une fonction qui est très précise qu'on appelle la représentation mentale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une image de ce que moi, je suis par rapport à la vente. Et ce décalage entre la représentation mentale qui est la mienne, de ce que c'est que la vente, de ce que c'est qu'un commercial par exemple. Combien de fois j'entends, oui mais être commercial c'est être un peu pute quelque part. Et c'est vrai que on crée comme ça, notre société a créé une représentation mentale définie de la vente. Et pourtant, tu le sais aussi bien que moi, on est d'abord et avant tout un vendeur en fait. On est tous, quelle que soit notre activité, on est d'abord et avant tout un vendeur. Et la vente, elle est partout. Le canapé, la tasse que tu as, tout ce qui nous permet aujourd'hui de faire cette interview, ça a d'abord été vendu par un vendeur. Et moi, je me suis rendu compte au tout départ que mes représentations mentales de la vente, elles étaient fausses, elles étaient biaisées. On va comprendre tout dans l'interview, en tout cas, je pense, pourquoi on a tous ces biais qui nous amènent à croire que la vente, c'est quelque chose de dérivé, en tout cas. Et il y a surtout, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé, c'est surtout une connaissance de soi, en fait. Le premier outil qui est important, c'est que tout ce qu'on va mettre, et c'est une des premières études que j'ai vues, que j'ai pu voir en neurosciences, c'est tout ce que tu mets derrière le mot « je suis », tu le deviens. Alors, qui j'étais moi à l'époque, je me considérais pas comme un commercial. Je me considérais pas comme quelqu'un qui avait les compétences pour. Et donc, je me considérais plutôt comme quelqu'un qui dérangeait les gens, tu vois. J'arrivais dans un cabinet comptable, ils étaient tous à la bourre. J'arrivais là pour vendre des solutions, ils avaient déjà leurs solutions. Moi, qui je suis à ce moment-là, je suis un chieur, quoi. Je suis quelqu'un qui vient un peu les emmerder avec mes solutions. Et donc tout ce que tu mets derrière le mot « je suis », ben, ça crée une représentation mentale dans ta tête de ce que tu es, toi, dans cette fonction qui est la tienne. Et donc forcément, le décalage, il est terrible. Et c'est une des premières formes d'erreur qu'on a, c'est qu'on n'est pas assez clair sur qui on est en fait. On est des vendeurs, clairement, quelle que soit l'activité, quel que soit le poste dans lequel on est d'abord des vendeurs. On est même des vendeurs dans notre famille. Quand tu négocies avec ta femme pour un voyage ou autre, t'es un vendeur. Donc en fait, cette notion de vente, il faut vraiment se la réapproprier et il faut vraiment créer une représentation spécifique, purement mentale, c'est-à-dire une image de qu'est-ce que c'est réellement que la vente en fait. C'est quelque chose qui est juste indispensable aujourd'hui. Donc c'est une notion importante. C'est un élément qui est important pour moi et dont je parle par exemple avec mes équipes assez fréquemment. C'est le fait d'apporter en fait, on est là pour apporter des solutions. On n'est pas là pour vendre à l'encontre de ce que souhaite le prospect, on est là vraiment pour lui apporter une valeur ajoutée, et on en parlera après sur effectivement cette perception de la valeur ajoutée. T'as aussi beaucoup expliqué la partie mentalisation, imagination de ce qu'est la vente. Est-ce qu'il y a aussi un rapport à la légitimité de soi en tant que justement valeur ajoutée? Est-ce que je suis la bonne personne pour présenter ce produit ou présenter la solution à mon interlocuteur? Alors en fait, c'est une super question parce que la légitimité, elle revient tout le temps. C'est-à-dire que quand j'accompagne des commerciaux, quand j'accompagne des personnes qui sont dans une démarche commerciale ou un entrepreneur qui ne se vend pas assez et qui du coup n'a pas assez de business, il y a toujours cette fonction de légitimité. C'est-à-dire je suis pas, j'ai pas les compétences ou je suis pas la bonne personne pour faire ça. Et effectivement, il y a des formes de talent inné que certaines personnes ont, mais la légitimité, d'abord et avant toute chose, c'est un équilibre entre une notion qui est purement neurologique, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les associations neuronales, je vais y revenir. En gros, c'est la façon dont je vais associer une émotion avec une expérience, j'y reviens. Et puis il y a une deuxième notion qui est plus psychologique, c'est-à-dire c'est la notion entre l'estime que j'ai pour moi. Et un commercial, il peut avoir une très forte estime de lui-même et du coup être dans un excès presque égo. Et on voit comme ça des commerciaux qui sont dans une très bonne estime d'eux-mêmes. Et on a à l'inverse un manque de légitimité qui nous vient de ce manque d'estime de soi. Et l'estime de soi, il faut la comprendre parce qu'elle est posée sur des piliers forts. Et l'estime, c'est quoi? C'est d'abord, c'est l'amour que j'ai pour moi. En gros, c'est le jugement que je me porte, moi, par rapport au commerce, par rapport à mon métier, par rapport à la vente. C'est quel regard j'ai sur moi et à quel niveau est-ce que quelque part, je m'accepte dans mes erreurs, dans mes faiblesses et autres. Parce que personne n'est parfait, il n'y a aucun commercial parfait. C'est juste que il y a un premier regard à avoir sur soi, de manière psychologique, c'est ok, je m'accepte tel que je suis, au niveau où je suis, avec les compétences que j'ai. Et je teste. Et je vais prendre des claques, c'est sûr, mais je teste. Ça, c'est la première étape qui fait qu'on se sent pas légitime. Parce qu'on n'a pas accepté totalement, de manière purement psychologique, le fait que on est ce qu'on est et on va évoluer.
Et souvent, en fait, le problème, c'est que quand on manque de ce regard jugement sur soi, qu'est-ce qu'on fait? On se compare. Et tu sais ce que c'est la comparaison. On compare nos concurrents, on va comparer ceux qui savent vendre, et comme on se compare, eh ben, encore une fois, on revient au premier item, c'est la représentation mentale. Je crée une représentation mentale qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle que je suis, et dès qu'il y a de la comparaison, c'est terminé. La comparaison, elle peut être montante ou descendante. Et pour notre cerveau, la comparaison descendante, c'est quoi? C'est laisse tomber, t'es nul. Et donc ça va nous amener à un manque de légitimité parce que j'ai cette comparaison. L'estime de soi, c'est aussi l'image que j'ai de moi, mais c'est surtout le niveau de confiance. Troisième pilier, c'est la confiance que j'ai pour moi. Cette confiance, elle est très friable en fait. Cette confiance, elle se construit par gouttes. Et dans le milieu du commerce, tu le sais autant que moi, on en a souvent parlé, l'idée c'était toujours de vous apporter des outils goutte à goutte. C'est-à-dire vraiment d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Et plus tu montes en compétence de confiance en toi-même, et plus tu vas rééquilibrer cette légitimité qui est de dire, ok, au début j'ai pas les compétences, j'ai pas les qualités, mais au fur et à mesure, goutte par goutte, je vais commencer à reconstruire un peu cette légitimité. Après, la deuxième chose, et là on est vraiment dans le cerveau, c'est que notre cerveau, il fait une chose qui est très simple. Il évite la douleur, il recherche le plaisir. Je répète, il évite la douleur, il recherche le plaisir. Et cette association neurologique-là, c'est qu'on associe un contexte, on associe un événement, on associe une personne, parce que parfois aussi dans le commerce, il y a des gens, c'est pas évident d'aller taper à la porte de ces personnes-là, parce qu'elles ont peut-être justement une représentation un peu plus haute de nous-mêmes. En tout cas, on va faire ça, on va faire des associations. Et du coup, je pose la question à toi en même temps qu'aux auditeurs, mais à quoi est-ce qu'on associe, à quel type d'émotion on associe la vente? Parce que notre cerveau, il est pas bête. Est-ce que c'est associé au plaisir ou à la douleur? Quand tu prends ton téléphone et que tu fais de la prospection téléphonique, parce que c'est indispensable, tu as un contact, tu l'appelles. Est-ce que ça, c'est associé au plaisir? Je suis pas certain. S'il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont associé ça au plaisir, c'est qu'ils ont tout compris. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, Alexandre Antonienko, comment est-ce que toi, Yann Nicodème, tu peux associer la prospection à du plaisir? Et là, il y a tout qui change. C'est-à-dire que ta légitimité, elle s'efface, ça devient juste du plaisir. Et il y a des outils pour ça, et si tu veux, on en parlera après. Ouais. Alors ça tombe très très bien que tu évoques ces thématiques d'appréhension justement avant de prendre le téléphone, et le fait de relier ce que l'on va faire à soit du plaisir, soit de la peur. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ces peurs, d'où elles viennent? D'où proviennent ces craintes? Alors je te demande pas de revenir forcément à l'homme des cavernes, même si je sais que tu en es capable. Est-ce que tu peux nous parler effectivement de l'origine des craintes que l'on peut avoir en prospectant? Ouais, alors c'est super intéressant comme question, parce qu'effectivement, sans aller jusqu'à l'origine des cavernes, mais pas loin, c'est qu'effectivement, toutes nos craintes, absolument toutes nos craintes, nos peurs sont basées sur, au final, la peur de la mort. C'est-à-dire que on va rester de manière sur deux rails, on va rester sur le rail psychologique et puis on va parler du rail un peu cerveau. C'est qu'effectivement, toutes nos craintes, quelles que soient les craintes qu'on peut avoir, elles ont toujours pour finalité cette peur de mourir. Et quand on prend notre téléphone ou quand on va démarcher un client, on a cette peur de mourir parce que ça nous vient effectivement à la base de la tribu, qui était que si je suis exclu d'une tribu, je peux mourir. Et on a ce rappel à la mort finalement. Et ça vient de notre enfance, c'est qu'en psychologie, on parle du moi. Le moi, c'est quoi? C'est la relation intérieure que j'ai à moi-même, cette petite voix souvent qui te parle. Et c'est elle qui va te dire, ouais mais non, parce que du coup tu comprends, si jamais, et puis alors si ça se passe mal, ça c'est le moi, tu vois, le moi qui parle. Et le moi, depuis la plus tendre enfance, il a cette relation à la mort. Et on a des enfants qui commencent à poser des questions, tu vois. Et donc ça nous dure. Donc de manière psychologique, il faut savoir qu'il existe, en tout cas c'est ce que la psychologie nous montre, il existe 12 peurs, des craintes, des peurs qu'on appelle des peurs à la temporisation. C'est des peurs qui vont inhiber ton action dans une démarche commerciale, dans toute forme de démarche vers l'extérieur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la démarche commerciale. Et donc, il y a 12 peurs à la temporisation. Et on a tous 1, 2, voire 3 peurs comme ça qui nous collent à la peau et qui sont ce qu'on appelle des peurs de perception. C'est-à-dire, en gros, des peurs imaginaires. C'est pas des peurs légitimes. C'est pas je traverse la rue, il y a une voiture qui arrive, crissement de pneus, je me protège. Ça, c'est ce qu'on appelle une peur primaire. Sa fonction, c'est de te protéger, d'assurer ta survie. Là, on n'est pas là. On est sur une peur imaginaire, une peur de perception, c'est-à-dire que on a inconsciemment, évidemment, l'impression, la sensation que si ça se passe mal, on peut mourir, quoi. Donc, on va par exemple, on a la peur, la peur de l'imperfection, on a la peur de l'échec, on a la peur d'avoir à maintenir un haut niveau d'exigence. Toutes ces petites peurs-là, c'est important d'en prendre conscience parce que ce n'est qu'encore une fois une perception, un film que l'on a dans la tête. Donc, l'outil pour ça,
En neurosciences, on parle de métacognition. C'est que quand je suis dans une démarche de prospection et que je sens que j'ai cette crainte, il faut apprendre le plus souvent possible de faire cette petite métacognition. Parce que les neurosciences nous expliquent de manière assez pédagogique et assez bien éclairée aujourd'hui, cette bascule entre tous les schémas arrière du cerveau, qui sont justement les craintes, les peurs, et la bascule vers l'avant, qui est la capacité de s'adapter, d'être innovant, d'être créatif, d'être à l'écoute, et le plus souvent possible de faire cette bascule. Et pour ça, il faut juste un petit peu prendre un pas de recul sur soi, et juste analyser, tiens, quel type de peur je suis en train de m'imaginer là. Ça, c'est la première chose. Après, il y a une notion qui est très importante à comprendre aussi, et là vraiment, c'est je pense, une des études qui est sortie là récemment, et qui m'a le plus passionné, c'est que dans notre cerveau, on connaît tous, tu sais, cerveau droit, cerveau gauche. Au milieu, il y a ce qu'on appelle le corps calleux, et juste sous le corps calleux, il y a ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, donc qui est ici, là au milieu, sa fonction à lui, c'est l'anticipation vers l'avenir. Et quand notre cortex singulaire antérieur, il anticipe l'avenir plus ou moins de manière équilibrée, c'est-à-dire quand il arrive à avoir une perception de l'avenir plus ou moins stable, on ressent un état de bien-être, comme un équilibre intérieur. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on est en plein contexte de crise sanitaire, contexte Covid, et déjà aujourd'hui, notre cortex singulaire antérieur, il est en train de se dire comment est-ce que je peux anticiper l'avenir ? Parce qu'on se rend bien compte que tout est instable. Et on sent déjà ce mal-être. C'est exactement pareil pour la vente, et la vente, le commerce, c'est un métier qui est un peu à part parce que c'est un métier où tu le sais très bien, il n'y a aucune perception de l'avenir possible. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Un coaching, tu peux plus ou moins te dire, ok, j'ai des clés, des outils, je sais plus ou moins où je l'amène. La vente, tu sais pas s'il va dire oui, tu sais pas s'il va dire non, tu sais pas comment ça va se passer. T'arrives, le gars il est pas là. Il y a tout un tas de choses que ton cortex singulaire antérieur ne peut pas prévoir. Et ça, c'est déjà du mal-être. C'est que la vente, en soi, par rapport à cette fonction neuronale qu'on a en nous, d'anticipation, eh ben, on peut pas anticiper ce qui va se passer. Et donc, de toute façon, dites-vous bien qu'il y aura toujours ces craintes. Parce que c'est comme si je n'arrivais pas à me projeter. Et comme je ne peux pas me projeter, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des commerciaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se rassurer sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils peuvent maîtriser. Et c'est quoi ? C'est organiser mon agenda, voilà. Par contre, dès qu'il faut prendre le téléphone, le cortex singulaire, non, attends, parce que reviens, fais ce que tu sais faire, quoi. Et donc, on a des procrastinations comme ça qui vont durer des semaines. Simplement parce qu'en nous, on a cette petite fonction qu'il faut apprendre à adoucir, et on verra comment, parce qu'il y a des petites astuces pour ça. Et ça peut même aller parfois jusqu'à des addictions, c'est-à-dire que on peut avoir des commerciaux, j'ai déjà vu ça, qui deviennent addicts à des séries télévisées, par exemple, parce que la série télévisée, c'est quelque chose sur lequel tu as de la maîtrise. Tu as de la maîtrise parce que tu peux plus ou moins savoir ce qui va se passer pour le héros, c'est quelque chose qui t'amène à cet esprit de contrôle que tu n'as pas dans la vie de tous les jours aujourd'hui, quoi. Donc il faut bien être conscient que de toute façon les craintes, il y en aura, et qu'il faut juste, prendre une petite métaposition, respirer un peu, prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on est en train d'échanger, et poser une petite action pour recalibrer tous ces systèmes qui tournent en nous, tu vois. Alors, du coup, Alex, on connaît tous des commerciaux qui en sont même à de l'addiction, qui prennent du plaisir à cette prospection, en fait, au fait de se lancer un petit peu comme ça, limite sans parachute. Comment on arrive à passer de l'appréhension, éventuellement à une zone neutre un petit peu de « bon, ça me dérange pas », jusqu'à effectivement cette prise de plaisir, comment on arrive à franchir ces étapes? Alors, c'est une bonne question parce que tout l'art justement de la réussite commerciale, elle est là. C'est quand tu arrives à prendre du plaisir dans ce que tu fais, dans les erreurs, dans les moments où on te raccroche au nez. Quand tu prends du plaisir, c'est que tu as une relation à la dopamine qui est intéressante et que cette dopamine t'amène justement à passer ces étapes de difficulté commerciale. Et pour ça, il y a un schéma qui est très simple à comprendre. C'est ce qu'on appelle le schéma d'apprentissage. C'est que toute prospection, toute relation commerciale, ça passe par un schéma d'apprentissage. Alors il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase qu'on appelle être inconsciemment incompétent. Tu sais, on en a souvent parlé, notre cerveau, il a un mode conscient et puis un mode inconscient. Il y a des choses dont on n'a pas conscience. Ben, quand je démarre, moi, dans le milieu commercial, à l'époque, je suis inconsciemment incompétent. J'ai pas conscience que j'ai des incompétences. Je suis excité, je démarre une nouvelle activité, j'ai des contrats qui tombent. Comme un enfant. Comme un gosse. Pareil, j'ai cette excitation par la nouveauté et puis tout de suite, au bout d'une semaine, je me dis « Ah ouais, non, ça se passait pas du tout comme je pensais ». Et là, ma représentation mentale, qu'on a parlé au début, elle a commencé à changer. Et je me suis dit, ah mince, en fait, l'image que j'avais au début, c'est pas la même. Et donc, de inconsciemment incompétent, je deviens consciemment incompétent. Je prends conscience de mes incompétences. Si mon schéma d'apprentissage il s'arrête là,
je suis dans une zone hors de confort, et je suis dans une zone de douleur. C'est-à-dire que là, je prends conscience que j'ai des incompétences commerciales, et si je continue pas le chemin d'apprentissage, c'est foutu parce que je vais rester sur cette représentation-là. Et donc, toutes les peurs qui vont avec. Il y a une étape juste après. C'est quand je deviens consciemment compétent. Donc, ça demande un petit chemin d'apprentissage qui est, tiens, je vais apprendre à me connaître, apprendre cette métaposition, à m'entourer de bons outils, parce que les outils font partie de qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à utiliser comme outils. Les outils de gestion de soi, les outils de relations commerciales et autres. Et donc, je vais commencer à rentrer dans cette phase d'apprentissage. Il faut du temps pour ça. Parce que il faut, pour un seul outil, en fait, pour une seule prise de conscience, il faut environ 3 semaines pour commencer à sentir que l'inconfort baisse et que tu commences à prendre du plaisir. J'ai une expérience que je raconte très rapidement, qui est que quand j'ai commencé la prospection commerciale, à l'époque, j'avais déjà des équipes avec moi et on tournait sur tout le secteur 05, 06 et Corse. Et quand on faisait de la prospection, on les faisait seuls, les prospections. Et je sentais que, et pour moi et pour les équipes, c'était pas un plaisir. Donc on s'est réunis, on louait des salles dans des hôtels avec un petit déj sympa, et chacun à son tour, on prenait le téléphone devant les autres, et quand on prenait une bûche, tout le monde nous applaudissait. Donc en fait, on a joué le côté plaisir pour que cet apprentissage, il se fasse, et pour qu'après, on puisse le faire aussi nous-mêmes, s'applaudir quand on prend une bûche. Et de consciemment compétent, quand tu prends conscience que tu mets en place des compétences, qu'est-ce qui se passe? Par la répétition, en neurosciences, je te l'ai souvent dit, c'est que la répétition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te programme. Elle te programme entre ta compétence et le plaisir. Le plaisir de voir ta montée en compétence. Et là, tu passes dans la 4e phase, tu deviens inconsciemment compétent. Et quand tu es inconsciemment compétent, c'est là que tu as et le plaisir de faire, et le plaisir de transmettre aussi. Parce qu'il y a tout un tas de commerciaux qui ont le plaisir aussi de transmettre leurs compétences maintenant, de manière presque inconsciente, parce que pour eux, c'est devenu facile, quoi. Et ça marche pour tout. Ça marche pour le commerce, ça marche pour l'utilisation d'un outil. Demain, prenons une CRM. Tiens, clac, tu me mets une CRM dans les mains. Au début, je suis inconsciemment compétent. Et puis, je vais vite prendre conscience que je ne sais pas l'utiliser. Si je m'arrête là, dommage. Je manque cette phase d'apprentissage. Tu vois? Ça tombe très bien, puisque évidemment, une des prochaines interviews que l'on fera sera sur un outil CRM que je trouve particulièrement adapté aux commerciaux en fait, puisque le problème des CRM en général, c'est que c'est plutôt à vocation marketing, c'est instauré par justement les directions, sans forcément de concertation avec les équipes. Et la particularité de cet outil, c'est d'avoir effectivement une approche vraiment axée sur le commercial, qu'est-ce qu'il lui faut, et que ce ne soit pas un sujet de stress à part. On l'a vu pour cette interview, le fait de devoir avoir une contrainte technique et l'échange, ça peut être une problématique. Commercial, c'est pareil. Si je dois gérer un outil qui est complexe en même temps que je dois faire ma démarche commerciale, ça peut être une problématique. Donc ça fera partie des prochaines interviews, c'est assez rigolo. Et la deuxième thématique que je retiens, c'est aussi que on peut passer soi-même les étapes, inconsciemment incompétent, consciemment compétent et inconsciemment compétent. Parfait. Avec une recherche de monter justement en compétence, de commencer à maîtriser. Donc l'auto-formation peut être un bon outil, un bon levier. Et puis aussi, on pourra peut-être l'aborder dans des prochaines interviews, c'est comment, une fois que je suis devenu inconsciemment compétent, quand je suis devenu éventuellement manager, ce qui ne veut pas forcément dire la même chose, comment je peux accompagner mes équipes aussi à franchir ces étapes avec plus de confort et plus de plaisir. Bien sûr. Donc du coup, ça m'amène à plusieurs choses. Déjà, c'est le modèle, c'est-à-dire que la meilleure montée en compétence pour une personne, quand on parle vraiment d'équipe, c'est la modélisation. C'est la montée en compétence par l'exemple. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a d'abord et avant tout, et tu le sais, tu me connais maintenant, avant toute chose pour moi, c'est d'abord une gestion de soi, avant toute chose. Avant d'apprendre à gérer la partie commerciale, c'est d'abord une gestion de soi. Parce qu'il y a tout un monde invisible, quand on parle d'inconscient. La relation à ce monde invisible, elle est extraordinaire. Les neurosciences nous expliquent aujourd'hui que consciemment, dans une relation commerciale, dans une relation managériale, puisqu'on va faire une analogie sur les deux, consciemment, on échange, notre cerveau peut traiter 2000 informations secondes. Donc ça veut dire que consciemment, depuis tout à l'heure, là, on a des paroles, des gestes qu'on observe, on se voit. Mais inconsciemment, c'est 400 milliards d'informations qu'on échange par seconde. Et ces 400 milliards d'informations, notre cerveau, il les capte chaque seconde. C'est-à-dire que toi, dans ton énergie, dont on n'a pas encore parlé, dont on parlera,
l'énergie qui t'est personnelle, ton énergie vibratoire, la façon dont tu penses, la façon dont tu interagis avec toi-même, la connaissance que tu as pour toi, elle va, moi, me monter en compétence. Quand, par exemple, tu m'as challengé sur ma montée en compétence commerciale, qui me manquait pour une étape de ma vie professionnelle actuelle, ce qui m'a permis, moi, de mettre en place les actions, c'est avant tout l'énergie que tu m'as transmise. Et ensuite, derrière, c'est la montée en compétence sur les outils, évidemment, que j'ai utilisés. Il n'y a pas si longtemps, des termes que je ne connaissais pas du tout, et j'étais complètement, inconsciemment incompétent de tout ça. Donc il y a vraiment un aspect d'abord à son énergie, à relation à soi. Est-ce que je me connais assez, les outils pour soi, les outils de gestion de soi, de connaissance de soi. Et ensuite, effectivement, derrière, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil de gestion de soi, tu vois. Et ça, c'est une question essentielle. Maintenant, si je devais y répondre à cette question, c'est qu'est-ce que moi aujourd'hui j'utilise? Et ben la première chose à comprendre, c'est que en termes d'énergie justement, que ce soit au niveau manager, quand on manage des équipes, que ce soit au niveau commercial, le premier outil important, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intention en neurosciences. Okay, l'intention, c'est quoi? C'est ce qui se voit pas et qui pourtant fait 90% de la vente. Une intention, comment on l'explique? Il y a deux formes d'intention dans le corps humain, chez un humain. Il y a l'intention qui est cérébrale. J'ai l'intention de faire tant de rendez-vous dans la journée. Mes intentions, c'est les actions que j'ai envie de poser. Les intentions cérébrales. J'ai l'intention de rencontrer telle personne, j'ai l'intention de faire une vidéo, qu'importe. Et après, il y a l'intention vibratoire. Et celle-là, on n'en prend pas assez conscience. Parce que la plupart du temps, cette intention vibratoire, elle se voit pas, mais elle se ressent. Si mon intention dans une démarche commerciale, c'est de absolument faire du business, de pas me planter, et qu'elle est basée un peu sur la crainte, cette intention, ou sur la peur, ça va se ressentir, ça va se voir, ça va se percevoir en tout cas. Donc la première étape, moi je me dis toujours, je passe la porte d'un rendez-vous, j'ai un client qui vient me voir pour un coaching. Première question, métaposition dont on a parlé. Première étape, c'est quoi mon intention avec cette personne? Quelle est mon intention avec elle? Mon intention, c'est, est-ce que c'est de la confronter pour un manager? Est-ce que c'est de la rassurer? Est-ce que c'est de répondre à ses besoins? Et du coup, je calibre tout mon discours, toute mon attitude, toute mon énergie sur cette intention. Et ben ça se ressent. Et très souvent, quand j'accompagne des commerciaux, l'intention, elle n'est pas la bonne. L'intention, c'est, il faut y aller, quoi. Il faut répondre au business, il faut... Je pense sincèrement, pour l'avoir vécu, puisque tu nous avais préparé justement quand on a fait le salon, à l'époque c'était le salon Rent, Ouais. que en fait on n'est pas justement conscient de l'impact que de décider de son intention a sur ses actions qui arrivent Bien sûr. juste après. Et on l'a vu quand tu nous l'as expliqué. Déjà, j'ai été surpris de voir que chaque membre de l'équipe avait pris du plaisir à réfléchir ses intentions Exactement. et à les formuler, puisque tu nous avais demandé de les formuler à l'oral. Et quand on est arrivé au salon, effectivement, le matin, je leur demandais quelles étaient leurs intentions, et je leur disais les miennes. Et je les voyais parfois, dans la journée, se remémorer et se réévoquer pour eux-mêmes leurs intentions. Et oui, bien sûr. Et c'est quelque chose ça se voyait dans leur posture, dans leur visage, dans leurs traits, dans leur dynamique, qui de suite avait un impact. Et c'est assez bluffant. C'est très bluffant parce que je me rappelle d'une étude qui était... l'introduction, c'était tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que je pense est le résultat de mon intention, virgule, et mon intention est un choix. C'était très intéressant comme approche, et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que on se rend pas assez compte que l'intention, elle est la source de tout. Que l'on soit manager, que l'on soit commercial, il y a toujours, avant toute chose, c'est est-ce que j'ai fait le choix aujourd'hui de mon intention pour mon équipe, pour telle personne, pour telle relation commerciale. Et cette intention, c'est exactement, si je devais donner une image, une représentation mentale, c'est le fil d'Ariane. C'est-à-dire que tu peux être dans un labyrinthe complètement perdu dans ta démarche commerciale, ton intention, c'est ton fil d'Ariane. C'est comme ça que tu vas en fait suivre en disant, en fait, mon intention, c'est juste ça, quoi. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Et pour ma part, dans le même esprit de ce que tu racontes au salon Rent, moi j'avais eu un rendez-vous avec une famille d'agriculteurs. Alors déjà, t'arrives, il y en a un qui est dans le tracteur, tu vois déjà l'ambiance du truc, rien n'est prêt, tu commences ton introduction dans le tracteur, tu te dis mais c'est quoi ce truc, quoi. Et en fait, on se met à table et tout, et je me rappelle parce que c'était énorme ce moment-là, c'est que le verre dans lequel on m'a servi le café, je pense que le verre il a jamais été lavé, tu vois. Et donc déjà, tu te dis, là, si t'es pas au clair sur ton intention, je pense que franchement, ton rendez-vous commercial, ça marche pas.
Et donc, tu n'oses pas boire le café et tu te dis, bon, il faut que je vende une solution. Et je me rappelle que j'étais très clair sur mon intention, sauf que c'est parti en vrille ce jour-là parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et j'ai un peu tordu mon intention. Et mon intention, pourtant, elle était claire, c'était juste répondre à leurs besoins, leur faire comprendre l'importance de ce produit-là. Et au final, même si ça s'est mal passé, ils ont quand même acheté la solution une semaine après. Donc, et je suis parti, pourtant, j'avais pas vendu, tu vois. J'aurais pu me dire, ah merde. Et en fait, j'ai vendu quand même. Par cette intention. Donc ouais, ça nous calibre, en fait, ça nous guide. Donc c'est vraiment un outil important. Ouais, j'en suis vraiment persuadé. Est-ce que tu penses aussi que le fait d'avoir un rapport au produit que tu vends, que tu le penses être vraiment une solution pour ton prospect, ça peut faciliter ta perception de la vente et t'aider à te légitimer en fait en tant qu'interlocuteur de ton prospect. Eh ben c'est, je pense, une des plus grandes questions à répondre et à travailler pour un commercial, pour une personne qui est dans cette dimension-là. C'est vraiment la relation à soi et à ses croyances. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, pour convaincre, je veux dire pour persuader, parce que souvent, convaincre, on essaie d'utiliser nos mots pour convaincre l'autre personne. En tout cas, quand je suis persuasif, c'est que dans mon attitude, justement, j'ai cette fonction de bonne intention et surtout, j'ai travaillé sur mes croyances. Et la perception que l'on a, c'est-à-dire la conviction que notre produit, il est utile, qu'il est applicable, qu'il est au bon endroit au bon moment, c'est de cette conviction-là que va naître l'expérience. Et notamment l'expérience client. Il suffit qu'il y ait 1 gramme de moi-même qui ne croit pas en mon produit, et tout est démotivé. Donc 1 gramme et tout est démotivé. Et le terme, c'est quoi? C'est que nos croyances conditionnent nos expériences. Donc la croyance, c'est encore une fois, et il serait intéressant vraiment qu'on fasse vraiment toute une approche là-dessus, sur vraiment comment fonctionne une croyance, c'est quoi une croyance, et comment est-ce qu'on peut un peu débloquer ces croyances. Il y a plein d'outils pour ça, mais évidemment, c'est vraiment un lien fort à la réussite commerciale. C'est qu'est-ce que je crois en fait, de quoi je suis persuadé sur moi, sur mon produit. Et alors la croyance, je peux te dire qu'on en a un paquet. 80% de ces croyances, elles sont pas les nôtres. Elles nous ont été données par la société, les médias, voilà, tout ce qu'on a autour de nous, parce qu'on a observé aussi, et par des relations commerciales, on a forgé des croyances. Et voilà, 80% de ces croyances, elles sont pas les nôtres et elles nous freinent. Elles sont limitantes en plus. Donc ouais, c'est un point qui est vital dans la démarche commerciale. Et bon, une fois qu'on a évoqué donc les croyances, les intentions, si on revient à l'expérience que tu as vécue il y a pas très très longtemps, où tu as dû sortir de ta zone de confort, te prendre par la main et franchir le cap de « Ok, je vais faire de la prospection téléphonique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, est-ce que je suis légitime, etc. » Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu des tips, des astuces que tu mets en place concrètement, et peut-être même dans l'ordre, pour franchir les barrières et te faire la boucle de l'inconscient jusqu'au conscient, etc. Est-ce que tu peux nous accompagner en fait sur ton schéma de pensée pour t'obliger au départ et ensuite y prendre du plaisir? Alors la première chose, le premier outil que j'utilise, c'est ce qu'on appelle le stop. Le stop, c'est quoi? C'est le plus souvent possible, c'est de faire un stop, c'est se taire, observer patiemment. Dès qu'il y a une émotion, une sensation, quelque chose qui est pas agréable, pas confortable, et on parlera des émotions, l'idée c'est vraiment de toujours faire ce petit stop pour permettre de faire cette métaposition. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je viens de prendre une claque commerciale, n'importe quoi, je fais mon stop. Ça m'évite de rentrer dans un schéma auto-persuasif de représentation mentale négative ou d'association négative. Donc je fais mon stop, et ça m'arrive souvent, juste je regarde par la fenêtre 5 minutes, qu'est-ce qui vient de se passer? Quand tu m'as accompagné et que tu m'as challengé, quand j'ai raccroché avec toi, je t'avoue que sur le coup, ça m'a fait vraiment sortir de cette zone de confort, de me dire, mais je vais quand même pas faire ça, quoi. Je vais quand même pas vendre un produit que j'ai pas préparé, tu vois. C'est pas possible. Et c'était hors de mon champ de perception, c'était hors de mon champ de représentation. Donc c'était presque inatteignable pour moi. Donc il a fallu que je fasse ce stop en me disant, ok, ça veut dire que c'est possible, certains le font, ça marche. Qu'est-ce qui moi me manque pour ça? Quel est le chemin entre consciemment incompétent et consciemment compétent qui me manque? Ok, travailler mes croyances, qu'est-ce que je suis en train de croire? Donc ce stop, il permet vraiment de poser sur papier, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je suis en train de croire, de me persuader, qu'est-ce que je me dis à moi-même. Ensuite, par rapport à ce stop, eh bien, je sais que je vais sortir de la zone de confort. Et bien, ce que je fais, c'est qu'à tout moment, je me dis, ok, je vais me challenger, je vais le faire, mais par contre, je vais associer du plaisir à ça. Comment? Il y a tout un tas de solutions. Et je programme mon cerveau à associer du plaisir. Et je me suis dit, je me rappelle encore, hein, j'étais chez moi, on était en confinement,
je vais appeler mes bêta-testeurs. Je vais les appeler. Il faut que je le fasse parce que de toute façon, tu m'attendais au retour. Je vais les appeler. Par contre, quand je l'aurai fait, je me fais un kiff derrière. Et mon truc, c'était, je me rappelle, je me suis dit, je vais me faire un super cappuccino devant un film. C'était mon kiff et je me suis dit, quand j'aurai appelé les bêta-testeurs et que j'aurai vendu ma solution, je me fais un super cappuccino, je me regarde le film. Et du coup, mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé ça à du plaisir futur. Un plaisir con, hein? Et ben, je me suis fait mon cappuccino parce que j'ai appelé les 12 ambassadeurs et en plus, il y a eu des signatures et donc, du coup, je me suis fait un kiff. Sauf que nous, on est trop dans l'esprit du jeu. C'est-à-dire, jeu JE, c'est il faut que, je dois, il faut absolument. Ça, pour le cerveau, c'est horrible. La seule chose qui nous permet d'être dans le plaisir, c'est le jeu JEU, c'est de prendre du plaisir, c'est de jouer avec ça. Et moi, avec toi, j'ai appris à jouer, j'ai appris à me dire, tiens, c'est marrant parce que il n'a pas la même vision que moi. Et évidemment, une des clés que j'utilise, c'est aussi de rester absolument dans mon cadre de valeur. C'est une clé qui est très importante. Et c'est une clé, en fait, c'est une question que je me pose. Donc, je vous la donne et je vous la partage. Mes valeurs, elles sont strictes, elles sont définies, elles sont conscientes. Et j'invite tous les commerciaux, toutes les personnes qui nous écoutent à le faire. C'est quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le respect? Et bien moi, quand j'ai fait mon stop, quand je me suis dit, ok, j'ai une étape à franchir, je l'associe à du plaisir. Quel que soit le plaisir que vous associez, ça marche, ça fonctionne. Derrière, quand je vais le faire, qu'est-ce que feraient mes valeurs à ma place? Parce que c'est pas facile pour moi, parce que c'est nouveau pour moi. Si j'étais moi, Alexandre, si j'étais le respect, si j'étais la liberté et si j'étais la vérité, par exemple, qu'est-ce que je ferais avec les bêta-testeurs? Qu'est-ce que je ferais avec mes clients? Eh ben, ça te donne une espèce de force de te dire, en fait, c'est pas moi, c'est mes valeurs qui parlent. Eh ben, c'est tout con comme question, mais déjà, ça t'auto-programme à te dire, je vais parler avec des valeurs. Parce que c'est mes valeurs qui vont parler. Je vais faire en sorte que la personne soit libre. Et quand tu dis, par exemple, bah tiens, c'est ma valeur de liberté qui parle, quand tu vas parler à un prospect, tu vas lui dire, écoutez, voilà, moi, mon but, c'est que vous êtes libre de votre choix. Je vous fais une proposition, à vous de voir derrière, et je respecterai cette proposition, ce choix-là. Et ben, du coup, tu as plus de facilité à aborder les choses. Donc moi, je prends mon téléphone et je me dis, ok, c'est mes valeurs qui parlent. Et ça évite cette fameuse injonction, quand tu prends ton téléphone et que tu dis, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bon, ben là, déjà, ton rendez-vous, il est mort. Ben oui, parce que, en fait, le cerveau comprend pas la négation, donc tu me déranges, en fait. Faites parler vos valeurs. Donc voilà un peu 3 outils. Mais surtout, c'est vraiment une relation à toutes mes croyances. Tu as fait exploser plein de mes croyances. Et il m'a fallu, en fait, utiliser un état d'esprit avec toi et dans ma relation aussi à mon activité, c'est la curiosité. Et toutes les personnes qui nous écoutent, j'aimerais vraiment qu'on clôture avec ça parce que c'est vraiment important. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé du mode un peu arrière, le mode arrière du cerveau qui est un mode très automatique, très ancré sur les schémas du passé. Et le mode avant, il y a 2 choses. Il y a le jeu, la créativité, et il y a la curiosité. Et je me dis, tiens, si j'étais curieux, ça donnerait quoi? Si j'étais curieux de savoir ce qui va se passer, en fait. Et cette curiosité, c'est un schéma d'apprentissage de dingue, en fait. Donc, soyez vraiment curieux. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Je suis curieux, je vais voir. Et la curiosité, c'est un outil super. Et ça amène, en fait, à l'enthousiasme. Curieux égale enthousiasme. Tu prends un enfant, l'enfant, il est curieux 100% du temps. Et un enfant, il est enthousiasme, on va dire, dans la journée, sur une journée de 12 heures, il est enthousiasme entre 8 et 10 heures. Par jour. Nous, adultes, les études montrent qu'on est enthousiasme entre 8 et 10 heures par an. T'imagines? Ah oui, quand même. L'enthousiasme réel de l'enfant, quand tu vois un escargot qui bave, tu vois, l'enthousiasme de la curiosité, nous, on l'a perdu. Ben ça, c'est dommage. L'enthousiasme de prendre une boîte au téléphone, ben c'est quelque chose qu'il faut absolument retrouver, tu vois. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur l'importance de la curiosité. Moi, j'aime beaucoup me remettre en question et chercher justement des outils. Hein. C'est le but de Biopli. Mais c'est aussi expérimenter. C'est ok, je sais pas faire ça, ou alors je l'ai jamais fait comme ça, je vais le faire. C'est aujourd'hui un petit peu l'objet. Hein. J'ai jamais fait d'interview comme ça en face à face, devant des caméras si, mais c'était moi qui étais interviewé. Là, c'est l'inverse. Ok, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que je peux y prendre du plaisir? Je vais tenter. Effectivement. Pour un premier essai, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Complètement. Super Alex, écoute, on vient de passer un bon petit moment sur la préparation du rendez-vous, sur la prospection, sur le mindset qu'il faut avoir pour faire une bonne prospection. Au prochain épisode, si tu veux bien, on parlera du rendez-vous par lui-même. Et comment
arriver à performer lors du rendez-vous, les situations qui peuvent arriver aussi. Ouais. Et puis, voilà, arriver avec les mêmes énergies que tu nous as communiquées, les mêmes astuces que tu nous as communiquées sur la prospection, arriver à nous les faire passer sur le rendez-vous par lui-même. Avec joie. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir pour ce premier podcast, cette première Partagé. interview. Et bah,